Les dîners de famille se transformaient en séances de stratégie, où mon père approuvait ses idées d'un signe de tête. Sa fierté pour elle était aussi évidente que les photos encadrées de ses remises de diplômes sur la cheminée. Daisy a une vision globale, disait-il en me tendant les pommes de terre, comme si mes années de travail acharné n'avaient été que la préparation de son arrivée. Ma mère me serrait la main sous la table, un geste qui tenait lieu d'excuses silencieuses, mais elle ne disait jamais rien. Peut-être portait-elle les stigmates de ces années passées à être le soutien discret de notre foyer, à regarder mon père poursuivre ses rêves tandis qu'elle gérait tout en silence. Si vous avez déjà ressenti ce lent déclin, cette façon dont vos efforts se fondent dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous reconnaîtrez peut-être cette attraction. Ce n'est pas une tempête, c'est une marée qui vous engloutit petit à petit. J'ai commencé à travailler plus tard, le bureau vide, à l'exception des paroles des fans et de mes propres pensées qui résonnaient en écho. Le doute s'insinuait pendant ces heures. Est-ce que je nous freinais? Ou étais-je simplement invisible dans ma propre création? Le chiffre d'affaires a certes progressé, atteignant des sommets qui semblaient autrefois inatteignables, mais la distance aussi. Les interviews de Daisy sont apparues dans les flux d'actualité économique locale. Son visage symbolisait notre succès, tandis que je n'étais plus qu'une simple note de bas de page. Au fond de moi, je me demandais combien de temps je pourrais encore faire semblant de ne pas souffrir. Les mois passaient et le poids de tout cela s'alourdissait, tel un sédiment dans une eau calme. Je me retrouvais seul au bureau après les heures de travail, les lumières de la ville se brouillant à travers les vitres ruisselantes de pluie, mes doigts planant au-dessus du clavier sans rien taper. Le code dans lequel je m'étais autrefois perdu me semblait désormais un miroir, reflétant des questions sans réponse. Était-ce vraiment ce à quoi j'avais consenti? Construire quelque chose brique par brique invisible, pour finalement le voir revendiqué comme le chef-d'œuvre de quelqu'un d'autre? La présence de Daisy avait alourdi l'atmosphère, chaque conversation étant imprégnée de hiérarchie tacite. Elle organisait des dîners avec les clients dans des restaurants chics du centre-ville, de ceux avec des serviettes en lin et du jazz feutré, où elle racontait nos exploits. Assise en face d'elle, je souriais malgré la mascarade, tandis qu'à l'intérieur, une tempête silencieuse grondait. Un soir, alors que le crépuscule teintait l'horizon de nuances violacées, je m'attardais dans la salle de pause, remuant un café froid et amer depuis longtemps. Ma mère a alors appelé, sa voix résonnant à travers le haut-parleur comme une bouée de sauvetage. Elle a demandé des nouvelles du travail, mais en réalité, elle prenait de mes nouvelles, comme le font les mères sans le dire ouvertement. Ton père a mentionné la dernière proposition de Daisy, a-t-elle dit doucement. On dirait que les choses s'accélèrent. Je l'imaginais dans notre vieille cuisine de banlieue, en train d'essuyer des comptoirs déjà impeccables. Ses rêves, enfouis depuis des années, lorsqu'elle a préféré la stabilité à l'ambition. Elle avait toujours été celle qui aplanissait les difficultés, celle qui adoucissait les angles. Mais même elle ne pouvait cacher le favoritisme qui s'était enraciné très tôt. Quand nous étions enfants, les étagères étaient remplies de récompenses de Daisy. Tandis que mes réparations discrètes, l'imprimante que j'avais bricolée, l'ordinateur familial que j'avais récupéré, ne me valaient qu'une tape dans le dos, et rien de plus. Il est fier de vous deux, ajoutait ma mère. Mais la pâte disait le contraire. Cet appel a persisté, remué la vase. Le doute s'est insinué pendant ces heures de silence. Peut-être que Daisy avait raison. Son monde était fait de paillettes et de relations. Le mien, de lignes de code et de dépannage tard dans la nuit. Je remettais en question mes emails, j'hésitais lors des réunions où elle dominait, son rire résonnant tandis qu'elle concluait des accords par son seul charme. Mais en dessous, la colère couvait. Pas une colère explosive, mais une colère sourde. Une combustion lente, comme des braises sous la cendre. Pourquoi ai-je continué à l'avaler? Pour la famille. Pour l'illusion que le sang garantissait des liens indéfectibles. Si vous avez déjà passé des nuits blanches à repasser en boucle des mots qui vous blessent plus profondément qu'ils ne le devraient, vous connaissez peut-être ce délitement. La façon dont le doute de soi murmure « Tu n'es pas à la hauteur ». Même lorsque les preuves s'accumulent, le point de rupture se construit petit à petit. Mon père a commencé à s'en remettre à elle ouvertement, ses courriels nous étant adressés à tous les deux, mais à sa vision. « Excellente idée pour ce changement de stratégie », écrivait-il, ignorant le travail préparatoire que j'avais accompli. Un après-midi, dans la salle de conférence à la lumière froide et stérile du tableau blanc, Daisy m'a prise à part. Elle m'a suggéré de me retirer des rôles en contact direct avec les clients. Pour miser sur tes points forts, a-t-elle dit, d'un ton empreint de cette fausse sympathie. Je suis restée là, les mains jointes derrière le dos pour cacher mon tremblement,
sentant les murs se refermer sur moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture à travers les banlieues sinueuses de Charlotte, la radio bourdonnant doucement, je me suis arrêtée sous un lampadaire. Les larmes sont alors venues. Une chaleur soudaine et inattendue, non pas due à la défaite, mais à l'épuisement de faire semblant. Combien de temps pourrais-je tenir? L'entreprise que j'avais nourrie comme un être vivant, né de mes propres blessures d'invisibilité, était en train de m'échapper. Au fond de moi, je connaissais la vérité. Le sentiment de supériorité de Daisy découlait de ses propres peurs, de la pression d'être la privilégiée qui n'avait jamais eu à se battre pour réussir. Mon père, marqué par ses propres débuts difficiles, voyait en elle le succès qu'il avait poursuivi sans jamais l'atteindre. Et moi, j'avais intériorisé la fiabilité comme une armure, mais elle se fissurait. Dans ces instants de calme, à contempler des photos de famille sur mon téléphone, nous, enfants, souriant dans ce vieux garage. Je me demandais si l'amour pouvait survivre en l'absence de respect. Le silence s'alourdissait, un espace où les prises de conscience s'enracinaient. Je ne me battais pas seulement pour l'entreprise. Je me battais pour la part de moi qu'il n'avait jamais vue. Le dénouement survint le jour de l'anniversaire de mon père. Une nuit dont l'écho résonne encore dans le silence. Dans les recoins de mon esprit, Daisy avait tout orchestré. Une réception privée dans un country club historique aux portes de la ville, avec ses pièces lambrissées de chêne et ses lustres diffusant une lueur chaude et trompeuse. Censé le célébrer, la soirée ressemblait davantage à sa scène, remplie de clients et de collègues se mêlant autour de verres qui s'entrechoquent et de vieux amuse-gueules. Arrivé tôt dans une simple robe bleu marine qui se fondait dans la pénombre, j'aidais à dresser les tables tandis qu'elle virevoltait en soie, dirigeant le personnel. Elle m'a prise à part près du bar, son murmure tranchant. « Tu n'aurais pas pu faire un petit effort? Ce sont nos gens maintenant. » J'ai laissé tomber, me concentrant sur le rythme de la soirée, saluant les visages avec lesquels j'avais gagné la confiance au fil des appels tardifs et des réparations sur mesure. Tandis que le dîner s'installait, la salle bourdonnait de conversations légères, le parfum des herbes grillées flottant dans l'air. Daisy se leva alors, tapotant son verre, sa voix portant comme une conférence rodée. Je m'attendais à de la chaleur, peut-être un clin d'œil à notre histoire commune, à la boutique où nous jouions enfants au milieu des fils électriques emmêlés. Au lieu de cela, ses paroles transpercèrent la façade. Elle parla des changements chez Hugues Forge, de la nécessité d'une vision commune pour aller de l'avant. Nous avons dépassé les vieilles méthodes, dit-elle, son regard pesant sur moi. Certains rôles ont fait leur temps, mais l'excellence exige davantage. Des murmures commencèrent à monter, les regards se posant furtivement sur moi. Elle jugea mes contributions suffisantes, mes idées dépassées, un handicap dans son monde si lisse. Il est temps de laisser la place à Grèce, conclut-elle, d'un ton empreint de pitié, comme si j'étais une relique qu'elle avait dépassée. Je restais assis là, la fourchette suspendue, la pièce penchée. Le hochement de tête de mon père, lent et approbateur, fut le plus dur à entendre, son sourire pour elle semblable à ceux qui lui adressaient en lui remettant ses bulletins scolaires des années auparavant. Ma mère fixait son assiette, les jointures blanchies par la serviette. Le silence s'étira, lourd comme un brouillard. Des centaines de regards attendaient les conséquences. Si vous avez déjà ressenti ce moment où la trahison se cristallise, faisant voler en éclats les illusions auxquelles vous vous accrochiez, vous connaissez ce frisson qui vous parcourt les os. Pas de colère, pas encore, juste une lucidité vide, comme au réveil d'un long rêve. Je me suis levée lentement, le grincement de ma chaise résonnant comme un dernier souffle. Pas de larmes, pas d'explosion de colère. Je me suis dirigée vers la table d'honneur et j'ai déposé une petite boîte emballée devant mon père. Une collection de vieilles photos des débuts de la boutique, des moments que j'avais immortalisés en silence. « Joyeux anniversaire », ai-je murmuré, la voix assurée malgré le tremblement intérieur. Puis je me suis retournée, la tête haute, et j'ai dévalé les escaliers en chuchotant dans l'air frais de la nuit. Le trajet du retour s'est déroulé dans un flou, les réverbères traçant des traînées lumineuses comme des larmes que je retenais. Dans mon bureau, entouré de plaques et de prototypes portant ma marque, la décision s'est imposée. Daisy pensait avoir triomphé, mais elle avait négligé les protections que j'avais mises en place. Non par dépit, mais grâce à des années de prévoyance discrète, nées du fait d'avoir toujours été sous-estimée. À l'aube, j'étais de retour au bureau, l'espace vide et résonnant. J'avais envoyé des messages pendant la nuit aux clients, aux partenaires, à l'équipe, détaillant le changement et mon rôle dans tout cela. Lorsque Daisy et mon père arrivèrent, d'abord d'un pas assuré, je les rejoignis dans la salle de conférence. La surprise traversa son visage, l'agacement le sien. « Que fais-tu ici ?»
demanda-t-elle, mais je sortis les documents calmement, d'une voix égale. Je leur rappelai la participation que j'avais discrètement obtenue, une part majoritaire grâce aux extensions qu'il avait approuvées sans hésiter, trop absorbé par ses éloges. La technologie de base, sous licence via ma société distincte, Keyforge, l'accord avait expiré ce matin-là. Les clients fidèles à mon travail commençaient déjà à se rétracter. Leurs visages se décomposèrent, sa main se crispant sur la table. « Tu ne peux pas », murmura-t-elle. Mais je leur présentai les options. Ils s'écartent, ou je repars avec ce qui m'appartenait vraiment, ne laissant derrière moi qu'une coquille vide. Pas de triomphe, juste des faits teintés de la douleur qu'ils avaient ignorée. Mon père s'est affaissé dans un fauteuil, vieilli en un instant. Le calme de Daisy s'est effondré, mais je suis resté imperturbable. Le renversement de situation, non pas une grève, mais une discrète reconquête. À cet instant, le changement intérieur s'est opéré. Non pas un triomphe, mais une libération. Le poids du mensonge enfin allégé. Dans les heures qui ont suivi, le bureau m'a paru à la fois immense et intime. Le bourdonnement de la ville en contrebas n'était plus qu'un murmure lointain. Les papiers ont été signés. Les avocats ont murmuré des assurances, et à midi, Daisy et mon père sont partis. Elle avait une indemnité de départ qui a adouci le coup, lui se retirant dans la tranquillité de la retraite. J'étais assise seule dans ce qui était désormais pleinement mon espace. Le bureau d'angle avec ses larges fenêtres encadrant la silhouette de Charlotte, une tasse de thé refroidissant entre mes mains. La victoire aurait dû avoir un goût plus doux, mais elle portait une note creuse comme un écho dans une pièce vide. L'entreprise pour laquelle je m'étais battue était à moi. Pourtant, les liens familiaux étaient effilochés, éparpillés comme des feuilles après l'orage. Ma mère est venue me rendre visite ce soir-là, ses pas feutrés sur le parquet ciré. Elle portait un petit sac de plats à emporter de notre restaurant préféré du centre-ville, dont l'arôme réconfortant perçait l'air aseptisé. Nous étions assises l'une en face de l'autre, le bureau entre nous tel un pont à moitié construit. « Fallait-il que ça se termine comme ça ?» demanda-t-elle, les yeux cernés d'une tristesse semblable à celle qui naît du spectacle de l'effondrement. Je croisai son regard, ma voix calme, mais empreinte de la douleur que je portais en moi. Ils ne m'ont laissé aucun répit, maman. C'était soit prendre ce que j'avais construit, soit le voir disparaître. Elle hocha la tête et me serra la main. Son contact me rappelait la force tranquille qu'elle m'avait transmise. Celle qui maintient les familles unies jusqu'à ce qu'elles ne le puissent plus. Nous n'avons pas parlé de reproches. Au lieu de cela, elle a partagé un souvenir de l'époque où la boutique venait d'ouvrir. Comment j'avais réparé la vieille radio d'un client pendant que Daisy répétait ses exposés pour l'école. C'est toujours toi qui as fait en sorte que les choses fonctionnent, dit-elle doucement. À cet instant, la blessure s'adoucit. Non pas guérie, mais reconnue. Au cours des mois suivants, Hugues Forge prospéra sous ma vision libérée, de nouvelles gammes de logiciels, une expansion sur des marchés que j'avais longtemps convoités, mais que j'avais hésité à investir. Le chiffre d'affaires grimpa, l'équipe se mobilisa, leur loyauté étant une reconnaissance discrète que j'avais gagnée à force de longues soirées partagées et d'un travail honnête. Mais le succès n'effaça pas les ombres. Les fêtes donnaient lieu à des réunions polies dans notre maison de banlieue, des conversations qui effleuraient la surface comme des cailloux sur l'eau. Daisy partit pour l'Ouest, rejoindre une start-up en Californie. Son parcours, plus humble, lui apporta peut-être plus de sagesse. Je l'apercevais dans les actualités du secteur, et au lieu d'amertume, je ressentais une compassion lointaine, celle qui naît de la compréhension que sa motivation découlait du même favoritisme qui m'avait éclipsé. Mon père jardinait désormais, ses appels étaient moins fréquents mais plus chaleureux, comme si la distance avait dissipé le brouillard. Tard dans la nuit, en faisant défiler de vieilles photos sur mon téléphone, les débuts modestes de la boutique, notre famille avant que la jalousie ne s'installe. Je ressentais ce pincement au cœur, c'est « et si ?» Murmurant, puis la clarté s'installait. J'avais appris que la valeur ne se mendie pas. Elle se conquiert par les choix discrets que l'on fait, loin des regards. Si elle s'éclaircit la voix, cela fait écho à votre propre histoire, à la façon dont la trahison vous transforme, vous rendant plus fort tout en étant plus vulnérable. C'est peut-être parce que ces vérités résident en chacun de nous, attendant d'être exprimées. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Ainsi, d'autres histoires comme celle-ci pourront atteindre ceux qui en ont le plus besoin.
Je n'aurais jamais imaginé devoir choisir entre ma famille de naissance et celle que j'ai construite de mes propres mains. Je m'appelle Bella Hugues. Et si vous avez déjà tout donné pour un projet, pour ensuite le voir s'effondrer à cause du favoritisme, vous comprendrez peut-être cette douleur sourde dont je parle. Elle commence discrètement, comme une ombre qu'on ignore jusqu'à ce qu'elle engloutisse la lumière. Pour moi, tout a commencé dans la pénombre d'une boutique de banlieue près de Charlotte, où mon père avait péniblement monté un modeste atelier de réparation d'électronique quand j'étais encore au lycée. L'endroit sentait la soudure et le café rassis, et les néons vacillaient en bourdonnant comme des abeilles au loin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son seul espoir après que ma mère a perdu son emploi à l'usine textile, et cela nous a permis de survivre tant bien que mal. Ma sœur Daisy a toujours été celle qui brillait le plus à ses yeux. C'était l'élève brillante, celle dont il se vantait lors des repas de famille, ses bulletins scolaires encadrés comme des trophées au mur du salon. Et moi? J'étais la discrète bricoleuse, celle qui restait après les cours pour réparer des circuits défectueux pendant qu'elle rêvait des grandes salles de réunion des métropoles. À l'époque, il y a quelques années, elle débarquait de son prestigieux programme de commerce du Nord, lançant des remarques comme « Bella, tu t'épuises ici. Tu pourrais faire tellement mieux. » Mais je voyais ce qu'elle ne voyait pas, l'étincelle inexploitée dans ce petit atelier. Pendant qu'elle étudiait des cas pratiques clinquants, j'obtenais mon diplôme d'informatique au lycée technique du coin. Les nuits se fondaient dans le code et le café, mes mains calleuses à force de recabler des cartes mères. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres embuées de l'atelier, j'ai assemblé notre premier logiciel sur mesure, un simple outil de gestion des stocks pour les petites entreprises comme la nôtre. Rien d'extravagant, juste fiable, à l'image de ce que j'avais appris à faire. Mon père l'a d'abord regardé avec scepticisme, le front plissé sous la visière de sa casquette usée. Mais lorsqu'une quincaillerie du quartier a commencé à l'utiliser, puis une autre, son visage s'est adouci. « Ça pourrait être du sérieux », murmura-t-il en me tapotant l'épaule. Ce contact, rude mais chaleureux, persista comme une promesse. C'était la première fois que je me sentais vue, et non plus seulement utile. Dès lors, la boutique se développa sous mon impulsion constante. Je travaillais de longues heures, de celles où l'aube filtre à travers les persiennes avant même que l'on ait réalisé que la nuit est passée. Ma mère passait me voir avec des sandwichs emballés dans du papier aluminium, sa voix douce et inquiète. « N'oublie pas de respirer, ma chérie. La vie ne se résume pas aux écrans. » Mais j'étais animée par quelque chose de plus profond. Le besoin de prouver que le travail acharné pouvait bâtir des empires. Avec la croissance de l'entreprise, nous avons changé de nom pour Hugues-Forge Solutions et emménagé dans un bureau modeste du quartier Uptown de Charlotte, où le bourdonnement des serveurs remplaça l'ancien établi. La clientèle s'étendit des commerces locaux aux chaînes régionales. Le chiffre d'affaires grimpait en flèche. Pourtant, au fond de moi, je portais cette vieille blessure. La lumière naturelle qui brillait sous les projecteurs. Les hochements de tête approbateurs de mon père, toujours tournés vers elle. C'était comme être les racines tandis qu'elle était la fleur. Essentielle, mais enfouie. Après avoir gravi les échelons d'une prestigieuse entreprise new-yorkaise, Daisy annonça son retour lors d'un dîner familial dans notre cuisine de banlieue. L'odeur alléchante du pot-au-feu flottait dans l'air. D'une voix assurée et maîtrisée, elle parla de reprendre sa place. Mon père rayonnait, y voyant l'ouverture d'un nouveau chapitre. Assise là, ma fourchette traçant des motifs dans ma purée, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Si vous avez déjà ressenti la tension monter dans le silence d'une pièce, vous connaissez ce moment, cette atmosphère pesante qui s'installe, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quelques années après notre installation dans ces bureaux chics, Daisy décida que l'entreprise familiale avait besoin de sa touche personnelle. Elle s'épanouissait dans son univers de bureau au nord, collectionnant titres et relations comme autant de souvenirs. Mais soudain, lors d'un brunch dominical tranquille chez nos parents, de ces moments où le cliquetis des couverts rythmait les silences, elle le dit clairement. Elle revenait à la maison pour reprendre sa place, ses paroles empreintes de cette assurance impeccable qu'elle avait toujours arborée comme une armure. Mon père s'illumina, les yeux plissés, en parlant d'un cadeau de bienvenue. Ma mère me jeta un coup d'œil, ses doigts tortillant une serviette sous la table, sans rien dire. Je le sentis alors, ce léger déséquilibre, comme un sol qui s'affaisse légèrement et vous fait perdre l'équilibre. Nous l'avions nommé co-responsable, un titre que mon père avait exigé, affirmant que ses compétences amélioreraient notre image. Elle n'avait aucune expérience pratique de ce que nous avions créé. Pas de nuit blanche à déboguer du code ni à convaincre les clients lors de leur première démonstration. Et pourtant, la voilà, à mes côtés.
Je m'occupais du cœur du projet, peaufiner le logiciel, encadrer l'équipe, transformer les idées en outils qui résolvaient de vrais problèmes. Daisy était sous les projecteurs, présentation marketing, déjeuner avec les investisseurs, café branché du centre-ville. Au début, je me disais que c'était un équilibre. Elle savait charmer l'auditoire. Je veillais à la qualité du produit. Mais lentement, l'érosion commença, silencieuse comme la pluie, usant la pierre. Je la surprenais en réunion, réinterprétant mes innovations comme ses propres visions. Nous avons développé cet outil révolutionnaire, annonçait-elle à une salle remplie de costumes-cravates, son sourire étincelant sous les projecteurs de la conférence, tandis que mon équipe et moi étions assis au fond de la salle, nos contributions réduites à un simple « nous ». Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur mon bureau, elle inspira profondément sans prévenir. Elle suggéra de rationaliser le code des opérations pour m'écarter des décisions clés. Concentre-toi sur la technique. Bella, laisse-moi gérer la stratégie. Sa voix était douce, presque aimable, mais elle portait cette tension sous-jacente, celle qui me faisait comprendre que j'étais un murmure de fond, pas la mélodie principale. J'acquiesçai, ravalant ma salive, comme j'avais appris à le faire depuis l'enfance. Elle recevait les éloges pour un projet de groupe alors que je faisais les recherches en silence. La tension montait dans ces petits moments, ceux qui persistent comme un bleu qu'on ne remarque que lorsqu'il fait mal.